Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le vendredi 12 février et vous le savez, pendant 60 minutes, nous allons essayer de mieux comprendre ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Nous le faisons en votre compagnie. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec moi ce soir sont Monsieur Mohamed Bourahim, vous êtes adjoint au maire de Casablanca. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et Monsieur Rachid Haouch, vous êtes vice-président de l'Association des architectes paysagistes marocains. Elle s'étend sur 786 km², concentre une population de plus de 4 millions d'habitants et chaque jour, ce sont 1 500 000 voitures qui se concentrent dans des bouchons interminables. Je parle bien sûr de Casablanca, une métropole tentaculaire qui n'en finit pas de grandir et avec elle, tous les problèmes qui se posent quant à sa gestion, voirie, infrastructure, circulation, logement, services publics, préservation du patrimoine. Les défis que doit relever la capitale économique du royaume sont très nombreux. Comment s'est construite Casablanca et selon quels principes? Comment a-t-on géré l'explosion démographique et toutes ses conséquences? Quels grands chantiers attendent la nouvelle équipe municipale et comment vont-ils être mis en œuvre? Casablanca, une métropole ingérable, point d'interrogation. Ça sera le titre de l'émission de ce soir. Alors, messieurs, ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est vrai que c'est un vaste sujet. On ne va pas essayer en une heure de comprendre exactement, de voir tous les aspects de Casablanca, parce que c'est une métropole absolument gigantesque et qui s'étend de plus en plus. Est-ce qu'on peut revenir tout simplement à la genèse, savoir comment, quelle orientation et de quelle manière avait été pensée Casablanca? Oui, Casablanca, en fait, c'est une métropole, je veux dire, du XXe siècle, hein, donc c'est une métropole moderne. Elle a été conçue, on peut dire, par un général. Donc c'est une ville, de genèse sécuritaire. C'est-à-dire, quand vous prenez Casablanca, c'est une ville semi-radioconcentrique où tous les axes convergent vers la Médina. Et ces axes-là, c'était effectivement pour mater la rébellion qui était à l'intérieur de la Médina. Et quand vous voyez l'ensemble des axes, c'est là où on a parsemé toutes les casernes. La dernière caserne, c'est le parc de la Ligue arabe, effectivement, qui a été transformé en parc dernièrement, dans les années 20-30. Donc, le site de Casablanca, si vous voulez, c'est un territoire du fleuve Bouskoura. C'est ça le problème de cette ville-là, c'est qu'il est vraiment installé sur un site inondable. Malgré qu'aujourd'hui, on est en train de faire la déviation du supercollecteur, moi je peux dire qu'il reste encore effectivement tributaire de l'inondabilité de l'ensemble de son site, parce que le coefficient d'imperméabilisation des sols est très très important. On a bétonné pendant un siècle la ville et on continue à la bétonner sans effectivement mettre des garde-fous, des ralentisseurs en matière effectivement de pluie et autres, des toitures végétalisées qui permettent d'intercepter la pluie. Et puis vous avez aussi la dernière pluie des années 2010 qui a fait que tous les garages sont inondés. Question centrale, c'est parce qu'effectivement on a construit les entrées de garage à partir des chaussées pour gagner un étage. Je veux dire, c'est-à-dire, on a 5 sujet, ça aussi, parce que ça pose toute la question de savoir, de manière légale aussi, d'un point de vue juridique, comment se passe tout ça. Mais c'est vrai que là, on a tendance tout le temps à oublier que Casablanca est bâti sur de l'eau. On s'en est rendu compte lorsque le Twin Center a été construit. Ça a duré des années. Et on s'est rendu compte que c'était finalement un gros lac au fur et à mesure. Et tout à fait. C'est-à-dire, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que Casablanca, c'est quand même une série de sources. L'Ayoun. Vous avez Ain Barja, Ain l'Hermitage, Ain Diab, mais on a seulement enterré ces sources. Et l'anape phréatique, il est un peu, superficiel. Donc à chaque fois qu'il y a un excédent d'eau, automatiquement il y a l'inondabilité de l'ensemble du site. Donc ça c'est la première genèse. C'est-à-dire on aurait dû faire une étude d'impact. Au début du XXe siècle, on n'aurait pas construit Casablanca sur son site tel qu'il est conçu aujourd'hui. Donc la ville nouvelle, si vous voulez, qui a été construite, on peut dire la ville européenne, c'est toujours une histoire d'un coup parti au niveau Casablanca. C'est une série, effectivement, d'événements qui ont fait que Casablanca a été construite, donc sur le modèle de l'urbanisme de l'urgence. Donc comme je dis, basé sur l'urbanisme sécuritaire, qui s'est transformé par la suite en urbanisme de l'urgence. Et on y est encore. Hein. Et on est toujours. Depuis un siècle. On va en parler de l'urbanisme de l'urgence, parce qu'on en a justement parlé avec une nouvelle loi sur la VFA il y a quelques jours, de quelle manière finalement a été pensé tout le développement et la mise en place de conurbation tout autour de Casablanca. Si Bourahim, vous êtes adjoint au maire de Casablanca, nouvelle équipe à la tête de Casablanca, on sait toutes les attentes
que ça concentre, que ça cristallise autour d'une nouvelle équipe. Lorsque vous avez pris poste, vous êtes casablancais d'origine déjà? Bien sûr. Bon, ben voilà, vous êtes casablancais, donc vous connaissez cette ville. Est-ce qu'on peut, d'un point de vue, juste pour revenir aux fondamentaux, on n'a pas l'habitude de parler de Casablanca en la découpant en arrondissements, en sachant exactement qu'est-ce qu'elle contient pour les Casablancais qui y vivent, quand on a la tête dans le guidon. Est-ce que Casablanca, c'est quoi, hein, quand un étranger vient vous demander, comment vous la présentez? D'abord, Casablanca, c'est un mini-Maroc. Donc, et bon, malheureusement, Casablanca a subi beaucoup de changements. Donc, ça a toujours été un laboratoire d'expérience pour les services centraux. Donc, Casablanca, c'était une seule préfecture. Donc, après la charte communale de 1976, donc, on a créé 5 municipalités, 5 communes. Donc, après 81, on a créé d'autres préfectures et on est passé en 83-82 à 27 communes. Donc, après, on a créé la communauté urbaine pour s'occuper, soi-disant, des grands projets communs entre les différentes communes. Donc, et en 2003, donc, il y a l'unité de la ville qui est venue, donc, avec un seul conseil municipal et 16 arrondissements. Donc, dans 30 ans, donc, il y a beaucoup de changements de point de vue administratif qui ont été réalisés à Casablanca. Ce qui a bien sûr donné une ville à 2 vitesses. Donc vous avez Casablanca, il y a des atouts. Donc Casablanca, c'est 19,12% du PIB, c'est 33% de l'emploi dans l'industrie, c'est 4,2 millions d'habitants, c'est 31% des unités industrielles au Maroc. Mais il y a aussi des dysfonctionnements. Donc il y a 10,4% du taux de chômage, il y a 12% de la population qui est concentrée sur 0,6% de la superficie, et il n'y a que 45% du taux d'épuration des eaux usées. Il y a un chiffre, qui est quand même assez éloquent et qu'on a bien vu, c'est 45% de l'espace est occupé par les villas qui n'occupent que 5% de la population. Au niveau de Casablanca, c'est quand même, c'est un chiffre que lorsqu'on lit ce chiffre, c'est quand même assez impressionnant. Oui, il est impressionnant, mais il y a une demande quand même de villes très importante au niveau de Casablanca. Vous savez que le dernier plan d'aménagement de Pinceau, il a densifié le centre, c'est-à-dire il a rasé complètement les villas, on les transforme en... Excusez-moi, juste pour qu'on voit bien, le Casablanca, ou le Grand Casablanca, quand on parle de Casablanca, où est-ce que ça s'arrête? Parce que maintenant, on ne sait plus où ça s'arrête. La commune de Casablanca, c'est les 16 arrondissements. Ouais. Donc si vous voulez, c'est à la limite de Hay Hassani, Ain Choq, Moulay Rachid El-Harawiyin, Sidi Atman, Sidi Moumen, El Ghulam et Bornossi. Et vous avez 3 préfectures. Il y a la préfecture de Mohammedia. Le Harawiyin, c'est la limite. Le Harawiyin, c'est en 2. Oui. Il y a une partie qui est normalement à l'arrondissement de Moulay Rachid, donc la commune de Casablanca. Il y a une partie, ce qui est aujourd'hui la commune de Harawiyin, c'est la préfecture de Medina. Donc il y a la préfecture de Mohammedia, la préfecture de Medina, puis la préfecture de Nouassa. Donc c'est l'ex-région. D'accord, très bien. Je vous laisse continuer, c'était juste pour bien visualiser. Oui, je rebondirai dans le même sens. Il y a une étude sociologique qui a été faite il y a une dizaine ou quinzaine d'années. C'est-à-dire que vous avez la limite psychologique de Casablanca, c'est l'autoroute. Au-delà de l'autoroute, il y a des gens qui ne se considèrent pas comme Casablanca. Il y en a qui ne savent même pas que Casablanca est en bord de mer. Donc il y a le Casablancais, ce qu'on appelle Ould El-Hay, par exemple, c'est-à-dire Hay Mohammadi et les autres qui se concentrent de cette notion d'appartenance au quartier. Et vous avez les autres Casablancais, si vous voulez, qui ne se disent pas Casablancais parce qu'ils appartiennent à une autre catégorie. Moi, je reviendrai sur cette définition effectivement de Casablanca. C'est un pays dans le pays. C'est-à-dire elle contient 4 villes. C'est ça qui est terrible là, au niveau de Casablanca. Vous avez la Médina en tant que, je veux dire, structure traditionnelle qui a 2000 ans d'histoire. Et vous avez la ville européenne, donc qui est effectivement la ville de Pros, mais qui est une cité-jardin à l'origine, donc ville américaine par effectivement les données d'Olmsted qui ont été traduites par le paysagiste Jean-Claude Nicolas Forestier. Avec ses grands boulevards, c'est tout. Les grands boulevards, voilà le système effectivement de parc. Vous avez la ville des Cochards, c'est-à-dire après l'indépendance, c'est une ville populaire entre parenthèses, mais c'est ce qu'on appelle la ville moderne, c'est-à-dire avec la séparation de fonctions. Donc on a testé le zoning, on va habiter là, on va travailler là-bas, le loisir de l'autre côté, et on a tiré Casablanca, si vous voulez, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, qui est une ville semi-radioconcentrique, on l'a tiré vers Mohammedia et puis vers El Jadida de l'autre côté. Et vous avez le port
en tant que ville. Donc le problème de Casablanca, il est là, c'est-à-dire on a 4 villes qui ont des logiques intrinsèques complètement contradictoires et on ne sait pas les gérer. On ne sait pas les gérer parce qu'il y a un moment, ça fluctue, c'est-à-dire on ne sait pas à quel niveau s'arrête un tissu pour un autre tissu démarre. Quand vous avez par exemple une limite avec Roche Noire et Insbeh, vous avez un urbanisme à Lilou, c'est-à-dire c'est l'ancienne ville européenne qui fluctue, et tout d'un coup vous avez un urbanisme moderne, un peu disparate. Mais tout ça aujourd'hui, je ne sais pas si on appelle ça bien des conurbations, parce que finalement ce sont des espaces qui grandissent et qui finalement se rencontrent, hein, ce sont des intersections. On ne fait plus la différence entre, lorsque vous nous parlez de Casablanca, Roche Noire, Mohammedia, et puis là le même phénomène est en train de se passer du côté d'Azmour, en allant vers Dalwazat, Tamaris et Drahel, etc. Là, aujourd'hui, ces amalgames sont clairs aujourd'hui au niveau de Casablanca. Est-ce que, administrativement, ça pose des problèmes, même dans la gestion, que tout ça s'imbrique? Non, moi je pense pour le moment, maintenant non, parce que maintenant, même les élus du conseil de la ville de Casablanca, ils sont censés avoir une vision sur la ville de Casablanca. Quoique, il y a certains élus, bien sûr, quoique il y a des élus qui sont toujours liés à leur fief, à leur circonscription. Comme Rachid a dit, c'est vrai, Casablanca, c'était pas une ville, c'était un ensemble de villes, parce qu'il y avait 27 communes, donc chaque commune a son budget, chaque commune a ses choix, ses priorités, donc des fois, vous pouvez trouver un boulevard qui est aménagé, il y a la limite de notre commune, ils n'ont pas de budget, donc ils le font pas. Donc c'est ça, je dirais, le point positif de l'unité de la ville, parce qu'il y a des ressources financières du centre de la ville qui sont donc redéployées dans la périphérie. Donc, ce qui a permis à des municipalités qui étaient pauvres, comme Sidi Moumen, Sbata, Bemsik, d'avoir des projets structurants. Alors, quels sont les problèmes? On va parler des problèmes quand même, puisque on ne va pas nous taxer de parler tout le temps des problèmes. Il y a quand même aujourd'hui à Casa la gouvernance qui a posé un véritable problème, qui a tout le temps été dénoncé. Aujourd'hui, je le disais, avec la nouvelle équipe du nouveau maire, on a beaucoup d'attentes à ce niveau-là. Dans une ville comme Casablanca, intramuros, vous êtes architecte paysagiste, comment on peut rectifier le tir? Est-ce que c'est encore possible de rectifier le tir au niveau de Casablanca, dans son aménagement, dans sa fonctionnalité, dans son esthétique? Est-ce que c'est encore possible dans une ville comme celle-ci? Moi je fais partie d'une génération effectivement qui pose la problématique de la métropolisation de Casablanca. Moi je pense qu'il faut arrêter de développer Casablanca. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un poids lourd du Maroc. Oui, à un moment, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Oui. Donc, il faut s'arrêter dans un sens ou dans un autre. C'est simple comme raisonnement, mais jamais personne le pose en ces termes-là. Oui, parce que si vous voulez, le piège du Casablanca, moi j'ai toujours dit, je l'écris à plusieurs reprises, c'est un piège qui s'est formé sur l'hôtel lui-même. C'est-à-dire, c'est l'axe atlantique. Parce que lui, il voulait effectivement développer à ce qu'on appelle le département 99, si vous voulez, c'est-à-dire Rabat, Casablanca, donc Alger, Tunis. Cette axe-là, elle était heurtée avec la farouche, effectivement, guerre qu'on a connue au niveau du Moyen Atlas, et puis la montagne. Donc il s'est replié sur l'axe atlantique en parlant du Maroc inutile. Et la problématique, elle est là, c'est-à-dire tout le XXe siècle, c'est le développement du Maroc au bord de mer, alors que le Marocain n'a pas le pied marin. On n'a jamais construit une ville au bord de mer, à part Rabat, si vous voulez, parce qu'on est venu de l'envers. Mais toutes les villes sont étrangères qui sont au bord de mer, que ce soit phénicienne, que ce soit espagnole, que ce soit portugaise, que ce soit française. Donc, le Marocain est continental. Voilà. Donc, parce que le Marocain, si vous voulez, il est descendu de la montagne. Et on a construit les villes à l'intérieur d'une montagne, c'est-à-dire les villes impériales et ainsi de suite, alors qu'on a des kasabats au niveau effectivement de l'Atlantique pour juste contrôler les fleuves. Et puis la source, elle est derrière. Vous avez effectivement les Oudaya, vous avez Qasba d'Azmour, vous avez le Mehdia et ainsi de suite. Chaque fois, vous avez effectivement un fleuve, mais tout se passe à l'intérieur du pays. Donc nous sommes des terriens. Si on peut dire entre parenthèses. Et le piège, il est là. Moi, je dis toujours qu'il faut sortir de la dictature du XXe siècle en matière d'urbanisme au Maroc. Parce qu'on va encore étirer le Maroc vers effectivement Tanger, on va encore l'étirer le long de l'Atlantique vers... Et puis on a un Maroc toujours qui est inutile de l'autre côté. Et ça c'est très 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 dangereux parce que quand Casablanca est malade, tous,
c'est-à-dire le Maroc tremble de l'autre côté. Donc c'est pour ça que je dis il faut arrêter de développer infiniment Casablanca. Il y a un moment, il faut s'arrêter et puis regarder ce qu'on peut faire comme complémentarité autour de Casablanca. Vous êtes sensible à des arguments comme ça? Il y a une réflexion dans ce sens-là ou pas? Et à un moment, on se dit qu'il faut vraiment arrêter? Bien sûr. Bon, d'abord, il y a des défis à relever à Casablanca. Donc il y a des défis d'habitat, de sécurité, de mobilité. Donc c'est une problématique assez complexe. Non mais on va y arriver. Donc, il y a déjà... Non mais on va y arriver. Oui. C'est-à-dire que là on est en train de parler de l'extension. Après on va parler bien sûr de l'existant et de quelle manière le met. Mais au niveau de l'extension, est-ce qu'on pense à, on a une réflexion pareille de dire il y a un moment il faut arrêter de donner des autorisations, arrêter de construire à la borde de Casablanca à l'intérieur. Mais vous avez des contraintes de loi. Donc vous avez un plan d'aménagement qui est voté, qui est aujourd'hui est épousable à tout le monde. Donc on donne des autorisations de construire conformément à un schéma directeur et un plan d'aménagement qui est déjà là. Je pense qu'aujourd'hui, avec la grande région de Casastat, nous aurons la possibilité de voir des extensions, mais une vision globale sur la région, ce qui va nous permettre d'avoir d'autres zones à développer. Parce que avec l'ancienne version, donc Casablanca était déjà saturé avec les 4 préfectures de Casablanca, Midiouna, Nouassar et Mohammedia, c'était déjà saturé. Mais toutes les autorisations qui sont données conformément à un plan d'aménagement et un schéma directeur. Un schéma directeur qui a été fait... Ça, j'en suis conscient. Est-ce que ce plan d'aménagement, il peut y avoir des décisions? Les lois, ça change et ça se... Non, mais c'est un schéma directeur quand même qui a été fait selon une approche participative où tout le monde a participé. Donc il y a des élus, la société civile, des architectes, tout le monde. Moi j'ajouterais effectivement une chose très importante. La même problématique a été posée à Paris et à Londres. C'est-à-dire on a évidé Paris, on a construit les villes nouvelles tout autour, et la même chose s'est produite effectivement à Londres. On a carrément délogé les grandes industries à l'intérieur pour tertialiser Londres. Moi je pense qu'il faut évider Casablanca de toute son industrie, parce que c'est un facteur effectivement de pollution énorme. Et vous savez, il faut tertialiser Casablanca. Et puis, ça commence déjà dans la tête effectivement de certains, entrepreneurs qui sont allés à Hedswelm, à côté, effectivement, parce que c'est infernal de rester à l'intérieur de la ville. Donc, vous savez qu'on construit, par exemple, on crée un emploi sur 10 mètres carrés de bureau. Oui. Alors, le même emploi, on le crée sur 100 mètres carrés d'usine. Et vous avez la pression qui est aujourd'hui de la tertialisation de Casablanca, on le voit au niveau Roche-Noire, on le voit la tertialisation qui commence à phagocyter effectivement, Rinsbeh. Donc il y a un moment, quand je dis il faut arrêter, c'est-à-dire, il ne faut plus installer des entreprises attractives de main-d'œuvre à bon marché. Donc il faut aller à la campagne et installer ces entreprises-là, et puis aller petit à petit vers la tertialisation de la ville. C'est ça, effectivement, le fait de dire arrêtez de développer Casablanca dans la logique, un peu dans le schéma du XXe siècle. Donc le XXIe siècle, c'est un siècle, effectivement, où la problématique environnementale est cruciale, et elle pose effectivement les 5 piliers de l'environnement, dont on parla tout à l'heure. Ça veut dire l'éco-gestion en matière écologique de l'ensemble du territoire. Vous savez, en matière écologique, au-delà de 100 000 habitants, un quartier est ingérable. En termes écologiques. Donc, alors imaginez une métropole, effectivement, vous avez une sigma de quartiers qui sont complètement, effectivement, amorphes. Donc, ça pose le deuxième pilier de l'environnement, c'est l'éco-gestion des déchets. On en parla tout à l'heure. Après, vous avez l'éco-gestion, effectivement, en matière écologique de l'ensemble de l'énergie. Et vous avez l'éco-gestion de l'eau, qui est très importante. L'ensemble, j'ai parlé tout à l'heure, l'ensemble de la flotte qui tend sur Casablanca, et doit vers la mer. C'est l'équivalent de 50 hectares sur une profondeur de 3 mètres, qui part à la mer chaque année. Une fois qu'on a la pluie, ça fait de l'eau. Le 5e pilier qui est très important en matière environnementale, c'est effectivement la santé, on en parla tout à l'heure, le confort des habitants, effectivement, et vous avez le management environnemental. C'est-à-dire il faut gérer la ville vraiment avec une gouvernance, terre à terre environnementale, et appliquer, on a une loi extraordinaire, qui est la loi sur l'environnement et le développement durable. Mais on a parlé tout à l'heure. Alors, avant qu'on arrive à toutes ces composantes, merci de nous avoir donné ces 5 piliers. Il y a un élément de la ville de Casablanca, c'est aussi l'esthétique. Casablanca, c'est Casablanca. C'était censé être la ville blanche qu'elle n'est plus depuis très longtemps. Et puis le film Casanegra de notre ami El Ahmari qui l'a réalisé montre bien cette chose-là. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a cette anarchie en termes de
façade alors que nous disposons d'une loi. On a bien une loi ou un code ou je sais une règle urbanistique et un arrêté municipal d'abord. Un arrêté municipal, voilà, qui impose que toutes les façades soient blanches à Casablanca. C'est vrai ou pas? Blanche et grise. Blanche et grise. Oui. C'est vrai. Oui, bien sûr. D'accord. D'ailleurs, c'est un ancien arrêté que nous avons mis à jour il y a, je pense, en 2014 ou en 2013. Oui. Donc, oui, c'est vrai. Donc, alors, quel est le problème? Bon, d'abord, Casablanca, comme vous avez dit, donc il y a de l'art déco, il y a un arrêté municipal que tout le monde doit respecter. Donc, toutes les façades doivent être qui n'est pas respecté. Et grises. D'accord. Aujourd'hui, il y a la société Casa Patrimoine, donc c'est une SDL qui a été créée pour veiller justement, pour suivre tous ces projets-là, puisque justement Casablanca va être la candidate pour le patrimoine de l'UNESCO. D'accord. Donc il y a tout un travail qui se fait maintenant avec Casa Patrimoine. Donc l'arrêté municipal, il y a certains arrondissements où on a effectivement suivi donc tout le monde a commencé à peindre les façades. Il y a un problème de moyens aussi. Il y a des quartiers populaires où les citoyens n'ont pas les moyens justement pour peindre les façades. Parce que ce sont des résidences en copropriété. On parler, ce sont depuis des années où il y a des immeubles qui sont construits au vu au sud de tout le monde. Ce ne sont pas des quartiers populaires. On voit des immeubles qui sont avec des façades qui ne correspondent absolument pas à l'alignement. Je vous donne des exemples. À Bernossi, par exemple. À Bernossi, il y a un grand effort qui a été fait par la préfecture de Bernossi. Et il y a une bonne partie des façades qui ont été refaites par les couleurs. Parlons de Casa Intramuros avec des... Non, mais moi, je veux juste essayer de comprendre pourquoi des règles ne sont pas appliquées, tout simplement. Des règles. Est-ce que vous êtes architecte paysagiste? Est-ce que je suis architecte aussi, en tant que, je veux dire, en complément d'architecte paysagiste, je suis architecte, je suis assez sensible effectivement à cette notion effectivement d'identité de la ville. Donc, on arrive à faire respecter à Marrakech? Oui. Et pas à Casa. Il y a une dérive, si vous voulez, par rapport... Vous savez que le premier plan d'aménagement du monde, c'est celui de Casablanca. Et à partir de ce plan d'aménagement, il y a une dérive au niveau, effectivement, de la règle, au niveau de Casablanca. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, il y a une dictature, entre parenthèses, de la promotion immobilière. Comme je dis tout à l'heure, c'est toujours l'urbanisme de l'urgence qui prime. Et vous avez une espèce d'accumulation de plans d'aménagement et de règles et à chaque fois, on rectifie la règle pour un intérêt ou un autre. Je vous donne l'exemple. Par exemple, avant, on réglementait et le seuil et la hauteur au niveau des plans d'aménagement et effectivement la couleur. C'est-à-dire il y a un géomètre de la ville qui arrive et c'est lui qui implante effectivement le bâtiment et puis les 4 bornes, ils sont opposables au tiers. Aujourd'hui, il n'y a plus cette logique-là. Donc les gens, comme je dis tout à l'heure, ils commencent les bâtiments à partir de la chaussée au niveau de l'entrée de garage pour gagner 1 mètre, pour faire la mezzanine et autres. Donc il y a une dérive réglementaire qui est très importante. Deuxièmement, c'est une ville, comme on a dit, c'est Bourahel qui est très importante, c'est-à-dire en matière d'expérimentation, que ce soit architectural et que ce soit effectivement, je veux dire, urbanistique. Parce que nous avions un système de parc qu'on a perdu. À l'instar de New York, de Philadelphie, de Paris, de Bruxelles. Donc Casablanca, il a perdu ça. Qu'est-ce que c'est qu'un système de parc? C'est-à-dire, la ville de Casablanca, comme je disais tout à l'heure, elle était construite sur 2 boulevards, c'est tout. C'est-à-dire, c'est le boulevard périphérique. Tiens, on avait un boulevard périphérique. On a perdu. Et deuxièmement, parce qu'on revient au niveau de la problématique de la circulation à ce niveau-là. Et on avait un système de parc qui existe malgré lui. C'est le boulevard Moulay Youssef qui allait de la mer à la mer et qui est abandonné. Donc à chaque fois qu'on fait un plan d'aménagement, on va déroger à cette règle-là, si vous voulez, en matière de cité-jardin, donc on va la mettre de côté. En matière effectivement architecturale, art déco, on va la mettre de côté. Et vous savez, le dernier, il y a 2 ou 3 ans, qu'on a démoli le symbole de l'architecture, l'art déco à Casablanca, qui est la Villa Cadet. Qu'est-ce que c'est Cadet? Cadet, c'est vraiment quelqu'un qui a passé toute sa vie à comprendre la structure de la Médina, l'Oriane et ainsi de suite. Il a construit une villa vraiment modèle, et on est venu, et puis on l'a détruit, parce que le plan d'aménagement ne réglemente pas, si vous voulez, le bâtiment, il réglemente une zone. Donc c'est ça qui est problématique par rapport à ces dérives-là. Et vous avez les hauteurs, effectivement, qui ont fluctué pendant pratiquement tout le XXe siècle. Alors, donc aujourd'hui, on voit bien, alors soit c'est la réglementation qui s'adapte au bon vouloir, finalement, à des objectifs, à des intérêts qui primaient, c'est ça, aujourd'hui, qui façonnent la figure de Casablanca?
Ça va continuer. On va parler des espaces verts aussi. Il y a une réglementation normalement qui doit imposer à tout nouveau projet un pourcentage d'espaces verts sur la superficie. Ça aussi, est-ce que c'est une règle qui est respectée? Vous savez, il y a un plan, comme je vous ai dit, un plan d'aménagement. Donc le plan d'aménagement, il est fait sur la base de justement une réglementation. Il y a d'abord la loi de l'urbanisme. Il y a la vision et la stratégie du schéma directeur de la ville et de la région. Donc, il y a tous les normes des espaces verts, de voies, ont été respectées dans les plans d'aménagement. Donc, pour les autorisations de construire. Attendez, il faut comprendre. Attendez. Oui, non, mais j'essaie de comprendre. Non, je vous explique, bien sûr. Tout est respecté, c'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui était voulu. Ça veut dire qu'un promoteur aujourd'hui ne peut pas construire sur un espace vert. C'est ça. Donc il y a un espace vert prévu dans le plan d'aménagement, on peut le construire. Aujourd'hui, on ne peut plus. On ne peut plus avoir de dérogation sur des voies d'aménagement ou sur des espaces verts. C'est ça. Reste maintenant la réalisation des espaces verts. On va en parler. Il y a des projets, je veux dire, qui sont en cours, que ce soit dans les espaces verts, dans les grands jardins, parcs de la Ligue arabe ou du zoo de Ainsberg, ou même de la verdure de l'autoroute, de la périphérie. Donc aujourd'hui, il y a un projet, donc les travaux sont déjà entamés. Donc je pense en fin 2016, ils vont être terminés. Donc il y aura un aménagement de toute l'autoroute urbaine, de l'OCP jusqu'à la sortie de Sidi Barnossi. Donc il y a des projets qui sont en cours, on en parlera. Alors, moi, je veux juste arrêter sur l'espace vert, parce qu'on a parlé d'esthétique, on a parlé des façades, et les espaces verts, c'est important, parce que c'est aussi une demande des Casablancais qui ont l'impression d'étouffer. Les espaces verts, je vois que le ratio, c'est moins d'1 mètre carré par habitant. C'est très simple à comprendre. Comme je dis tout à l'heure, c'est une cité-jardin. Ça veut dire, on fait d'abord son jardin, et après, comme les Anglais, on fait d'abord son jardin, et après, ça met. C'était une cité. C'était une cité-jardin. Et je reviens aussi à l'histoire, c'est que nous, les Marocains, nous sommes amnésiques. Parce que nous avions inventé l'histoire de l'art des jardins. Ce qu'on appelle les jardins à la française, ils sont marocains, ils sont venus de Marrakech, si vous voulez. Je peux vous raconter toute l'histoire et comment on a fabriqué ces jardins-là. Les Almoravides, ils ont inventé. Ils ont théorisé, si vous voulez, l'urbanisme romain, et les Mouhidines, ils ont pratiqué cet urbanisme, ils ont conçu Marrakech comme une maison et son jardin. Quand vous prenez la Médina de Marrakech, vous avez les deux tiers, c'est-à-dire 550 hectares, je veux dire, d'espace aménagé avec ce qu'on appelle les jardins Nzaha et ainsi de suite, qui sont les quartiers Riyad, enfin aujourd'hui, qui sont les jardins de Riyad, les jardins de l'Agdel, je veux dire, de Marrakech. Ça veut dire qu'on avait ça dans notre façon de concevoir. Mais on l'a perdu à partir du XXe siècle, parce qu'on est rentré dans une autre logique avec la cité européenne, la mention effectivement d'avenues, de boulevards et ainsi de suite. On n'avait pas cette connotation. Bon, ça c'est très important. On a parlé du système de parc qu'on a mis effectivement à la dérive. Parce que là, vous êtes en train de remuer le couteau dans la plaie. C'est-à-dire qu'on a moins d'1 mètre carré d'espace par habitant, mais vous êtes en train de me dire, mais on avait ça dans la mentalité et qu'on a perdu. On a perdu. Ça fait mal. Même ça. Les mentalités des gens ont changé. Vous savez qu'aux années 60, on est jeune, mais on raconte que dans les années 60, il y avait 2 personnes de la municipalité qui contrôlent les déchets, les espaces verts. Il y avait même des PV, des pénalités. Ça, on ne le trouve pas maintenant. Voilà. Malheureusement, il y a même la mentalité des gens. Vous êtes à la mairie, là. Mais attendez, la mairie, c'est gère avec qui? Avec les citoyens. C'est pour les citoyens. Il y a quand même un comportement des gens. Même les comportements ont changé. Ouais, malheureusement. Je vais continuer effectivement dans cette lancée. Effectivement, je parlais pas d'espace vert parce qu'on ne sait pas ce qui est vert. Est-ce que c'est la mer? Est-ce que c'est l'homme? C'est une invention du XXe siècle pour vraiment assassiner la notion d'espace de verdure, si vous voulez, par habitant. Donc pourquoi la norme OMS, il exige 10 mètres carrés de surface? Je n'ai pas dit, mais c'est ça, 10 mètres carrés par habitant. C'est la norme de l'Organisation mondiale de la santé. De la santé. En intramuros et 12 mètres carrés au périphérique. D'accord. C'est-à-dire, on a inventé ça, c'est très simple à comprendre. Ça veut dire que si vous prenez un arbre qui a, par exemple, 30 ans, qui a 10 mètres d'envergure, il va dépolluer 2 tonnes par an de poussière. Et il va, je veux dire, évacuer dans l'air 700 litres par jour d'eau. Et puis, il a une portée effectivement de 16 hectares. Si on mesure ça par rapport à la pollution, donc on a besoin de 10 à 12 mètres carrés pour respirer. Les rations, ils ont été calculés comme ça. Comme ça. D'accord. Maintenant, quand vous prenez la grille, on parlait tout à l'heure effectivement des plans d'aménagement de la loi
1792, qu'on peut appeler 1292 sur l'urbanisme, qui a plus de 15 ans, qui a plus de 25 ans, complètement dépassé, il y a une grille normative. Cette grille normative qui vous dit, vous avez tant d'habitants, donc vous avez tant de besoins, effectivement, d'équipements, et ainsi de suite. Ben, cette grille normative, elle impose seulement 1,5 m² de surface de verdure par habitant. Donc ça, c'est réglementairement, si vous voulez. On est très loin des 10-12 m². Et quand on la réalise, on réalise à peine... Et il y a la santé, et puis il y a le confort de vie. Exactement. Et quand on ne réalise que 0,5 m² par habitant. Et il n'y a pas de contrôle derrière. C'est ça qui est terrible. On reviendra bien sûr sur le contrôle, on reviendra sur le contrôle et la gouvernance et sur les défis que Casablanca doit affronter. On fait une petite pause, on revient juste après. Casablanca, une métropole ingérable. On pourrait dire de Casablanca que quand on y arrive, on pleure deux fois. C'est comme dans Bienvenue chez les Ch'tis, une fois en arrivant et une fois en partant. C'est-à-dire que on la déteste et on l'adore. C'est ce que les Casablancais, ce que les Casablancais disent. Alors on a parlé des espaces verts. C'est vrai que là, on se pose la question également. Je vous ai posé une question tout à l'heure de savoir comment aujourd'hui, est-ce qu'il est possible, si on décide aujourd'hui de restructurer Casablanca à l'intérieur. C'est plus possible dans une ville comme celle-ci, d'essayer d'arranger les choses, que ce soit en termes d'esthétique, que ce soit en termes d'harmonisation. Est-ce que c'est possible? Bon, il y a un plan d'aménagement. Il y a d'ailleurs les plans d'aménagement des arrondissements. Donc je pense qu'ils sont votés en 2013-2014. Donc aujourd'hui, bon, il y a plusieurs choses, plusieurs remarques qui ont été prises en considération dans ces plans d'aménagement. Donc même le côté industriel dont il a parlé M. Serrachid tout à l'heure. Donc il y a des zones industrielles qui étaient normalement en centre de ville qui ne sont plus des zones industrielles, qui se sont transformées en zones, soit en zones d'activité des zones de bureaux ou en zones d'habitation. Je pose cette question parce qu'on a eu cet exemple, prenons l'exemple du boulevard Mohamed V, par exemple, qui était ce boulevard dont je me rappelle quand j'étais petit, qu'on arpentait avec des magasins et qui était devenu, qui est malheureusement, avec tous ces immeubles qui partaient à l'abandon, avec l'arrivée du tramway, l'avoir rendu piéton. Est-ce que c'est une bonne expérience? Est-ce qu'on a atteint l'objectif qu'on avait fixé en rendant piéton le boulevard Mohamed V, d'après vous? Je continue. Oui. Justement, et parmi les plans d'aménagement, on pris en considération aussi un certain nombre de problématiques qui entrent dans le cadre du programme de développement de Casablanca 2015-2020, notamment les aires de stationnement, les parkings. Ils sont aujourd'hui à des zones qui sont réservées aux parkings dans le plan d'aménagement, chose qui n'était pas dans les anciens plans d'aménagement. Moi, effectivement, je continue dans cette logique un petit peu de dire pourquoi ça ne va pas à Casablanca et peut-on espérer effectivement trouver autre chose. Il y a un problème juridique énorme parce qu'on parlait souvent de ce plan d'aménagement, mais le plan d'aménagement est complètement dépassé. Et tous les plans d'aménagement, moi je n'ai fait 5 à Casablanca. J'arrive pas à avoir une réponse à ma question avant que vous arriviez, parce que vous m'opposez le plan d'aménagement. Là, je vous parle vraiment de l'existant. Là, on peut rien faire. Le boulevard Mohamed V, tout ce qui est construit, Mère Sultan, on ne peut pas aménager grand-chose. Est-ce qu'on peut modifier ça? Tout à fait, j'y viens. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, par exemple, Paris. Il était comme Casablanca, effectivement, dans les années 80, en matière, effectivement, de parcs et jardins, si vous voulez. Elle avait 1 m² par habitant. Mais elle a mis en place une loi qui s'appelle le droit de préemption urbain, c'est-à-dire on va privilégier la collectivité quand un terrain est vacant. Ou bien il est mis effectivement à la vente. Alors ça c'est une notion qui nous manque cruellement. Exactement, ça veut dire que la collectivité elle a le droit d'acheter effectivement au prix coûtant avant la mise en spéculation de ce terrain-là. Et c'est ce qui a permis effectivement à la ville de Paris pendant une vingtaine d'années d'arriver effectivement à 20 m² de surface de verdure par habitant. Donc cette loi n'existe pas effectivement au niveau de la loi 1280, la loi 1792. Donc la problématique, il est là. Vous savez qu'on n'a réalisé que 17% de surface de verdure par habitant qui était dans l'ancien plan d'aménagement. Que 17%. Ou bien 15 à 17%. Et même les équipements, ils sont entre effectivement 15 à 20%. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah bah forcément. Tout à fait. Donc, la problématique du fond, elle est dans ce sens. Si on met, comme je dis tout à l'heure, les plans d'aménagement dont on a livré ces derniers temps, ils sont déjà mornés. Parce qu'ils ne peuvent pas répondre effectivement
Prenons le cas de la COP22, il ne peut pas répondre effectivement à la loi sur l'environnement et le développement durable. Donc c'est ça la dialectique qu'on a à gérer au jour d'aujourd'hui, et c'est pour ça que l'horizon il paraît bouché, parce que on a, si vous voulez, c'est le serpent qui se mord la queue. On a mis en place effectivement un système juridique qui nous pénalise. Alors que, regardez par exemple tout ce qui s'est passé depuis 96 jusqu'à nos jours. Depuis 92, on a commencé à nous comptabiliser, on a compté un petit peu, parce qu'on est en matière d'urbanisme un peu récent au niveau de la réflexion. Ce qui s'est passé, c'est que au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, toute l'évolution de l'urbanisme, elle est basée sur cette logique-là de spéculation, si vous voulez. On a mis en place des dérogations colossales. Quand on dit dérogation, ça veut dire qu'on va déroger à la règle. Donc quand on déroge à la règle, personne n'impose effectivement un contrôle de l'autre côté. 17% de réalisation des plans d'aménagement, notamment en termes d'espace. Oui. Alors vous, depuis le début de l'émission, est-ce que je comprends? Vous répondez en nous disant on respecte le plan d'aménagement, on respecte le plan d'aménagement. Mais quand vous entendez ça, que finalement on n'arrive même pas à respecter ce qu'il y a dans les plans d'aménagement. Non, les plans d'aménagement c'est une loi, parce qu'aujourd'hui il y a des contraintes réglementaires et de loi. Quand vous avez un plan d'aménagement qui est voté, c'est une loi. Donc quelles sont les prérogatives de la commune aujourd'hui pour l'application et la réalisation des plans d'aménagement? Ce sont les autorisations de construction et la réalisation des équipements prévus dans le plan d'aménagement. Donc en matière d'autorisation de construction, donc les communes délivrent les autorisations de construction conformément au plan d'aménagement, sauf s'il y a des dérogations, alors que les dérogations aujourd'hui sont arrêtées. Dans toutes les zones, les arrondissements où les plans d'aménagement sont publiés au bulletin officiel, donc il n'y a plus de dérogation. Et en matière, pour la réalisation d'infrastructures, bien sûr que le plan de développement urbain de Casablanca, qui a fait l'objet de la convention qui a été signée devant Sa Majesté, il prend en considération la réalisation des équipements qui sont prévus par les plans d'aménagement. Donc d'abord, c'est un plan de développement axé sur 3 axes stratégiques. Donc il y a l'axe des infrastructures, il y a l'axe de la qualité de vie, de l'animation culturelle et sportive, et il y a l'attractivité économique. Donc c'est un projet, comme vous le savez, de 33 milliards de dirhams. Donc il y a 27 milliards sur les 33 milliards qui est réservé à la mobilité, ce qui est aujourd'hui, je pense que la principale problématique de la ville de Casablanca, c'est la mobilité en général. Donc il y a 2 milliards de dirhams qui est dédié à la restructuration des quartiers sous-équipés, donc surtout les quartiers de la périphérie de Casablanca. Donc il y a 1,8 milliard pour la mise à niveau sociale de la région de Casablanca. Il y a 1,130 milliard pour les infrastructures culturelles et sportives, 700 millions pour l'aménagement du littoral de Mohammedia à Darbouzza, et il y a 300 millions pour ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing et promotion territoriale, ce qu'on appelle la city branding. Vous savez, Casablanca, c'est une ville de renommée internationale, donc il y a un effort qui doit se faire pour promouvoir l'image de Casablanca, pour améliorer son attractivité économique, surtout que l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est de faire de Casablanca un hub financier régional. Au-delà de ça, vous avez expliqué comment ça grandit. Est-ce que ça grandit? Je suis désolé, j'ai l'impression que j'arrive pas à vous faire dire ce que vous avez peut-être derrière la tête. C'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'il a qu'à se balader vers les endroits qui commencent à se développer, on a l'impression que ça se fait sans aucune vision, sans aucune intégration. On a l'impression qu'on met des logements, qu'on n'a aucun espace vert qui sont aménagés, pas d'infrastructure, pas d'équipement. On met des immeubles ou des villas, et puis après on commence à faire peut-être des routes, des pistes, etc. Quand vous dites qu'il y a des plans d'aménagement, est-ce qu'ils sont bien pensés? C'est fait ça. Il y a quelque chose qui est terrible dans ce pays qu'on adore, c'est un schéma qui prime sur un plan. Le schéma directeur. Oui, c'est inquiétant. Deuxième chose par rapport à ce schéma, on parlait du schéma directeur. Il est fait au 25 millième. D'accord? Le plan d'aménagement, il est fait au 5 millième. Vous avez 5 fois l'erreur. D'accord. Donc ça, c'est très important. Non, mais on n'y pense pas, mais techniquement, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il manque un plan directeur. C'est-à-dire quelque chose... Exactement. Voilà. Donc, un plan directeur par rapport à ça. Et on manque de vision. Pour être clair, on manque de projet de ville. Vous prenez le cas de Paris, par exemple. On vient de célébrer le Grand Paris. Ça veut dire 2050, on sait comment sera Paris. C'est dessiné jusqu'à l'avant-projet sommaire. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'opposable tiers et tout le monde, effectivement, converge. Même les élus qui vont venir par la suite, ils vont réaliser dans ce sens-là. Nous, on n'a pas de vision.
On n'a pas de vision. C'est-à-dire on a un schéma directeur qui lance une vision et on n'a pas de plan, si vous voulez, de réaliser. C'est toujours, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est toujours l'urbanisme de l'urgence qu'on est en train de faire. Donc on n'a pas 2 ans de vision, on a 2 ans, 4 ans de vision, on n'en a pas. Alors qu'on aurait dû faire effectivement poser la problématique de développement de Casablanca sur 50 ans. Comment sera Casablanca sur 50 ans? Mais en dessin. Pas en schéma, on va être là, on va tirer des zones, on va faire ceci, cela. Il faut dessiner les choses comme effectivement dans l'ancien temps, comme on voit dans les grandes métropoles. Je vous donne un exemple très simple. Au jour d'aujourd'hui, on a lancé effectivement la première ligne de tramway. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'un tramway? C'est un facteur de développement. C'est-à-dire c'est une locomotive de développement. Mais le paradoxe, c'est qu'on l'a aménagé de façade à façade. On a nié le côté développement effectivement du tramway. Il passait devant des bidonvilles. Et vous avez effectivement l'aménagement juste de façade à façade. Alors qu'on aurait dû, si vous voulez, prendre une zone de chalandise de 500 mètres autour effectivement des stations et régler le problème d'intégrabilité effectivement de cette ligne extraordinaire. Deuxième chose par rapport à cette ligne de tramway, si vous voulez, c'est qu'on a encore nié l'histoire de Casablanca comme ville semi-radioconcentrique et on lui a opposé, on l'a inventé par effectivement une ligne de tramway qui l'a contredit. Ça veut dire, vous prenez le boulevard Zarqtoni, vous avez la ligne de tramway qui vient perpendiculaire, d'où les bouchons. Parce que le tramway, il a toujours, effectivement, le feu vert. Donc, on a multiplié par 3 le bouchon à Casablanca. Qui était déjà immense. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument aller dans le sens, effectivement, des choses. Parce que l'histoire, elle est là. Et chaque fois, on dérive par rapport à l'histoire de la ville et on paye les conséquences. On parlait effectivement de la mobilité. C'est pour ça que je vous repose pour la 4e fois la question. Est-ce que c'est dur dans des villes comme Casa, dans l'état où elles sont, avec la densité que ça représente, avec la manière, avec la distribution des rues, de modifier quelque chose? C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de me dire, est-ce que si ça avait été mieux pensé, mieux vu, avec une meilleure vision, est-ce que on aurait pu avoir quelque chose de moins congestionnant au niveau du tramway? Tout à fait. Ça a déjà existé. On a déjà des benchmarks par ailleurs de villes qui étaient déjà denses et qui ont connu des réaménagements. Je prends l'exemple de Lyon où il y a des boulevards qui ont changé complètement de direction, qui sont devenus en sens unique à un moment donné et qui ont tout d'un coup réglé énormément de problèmes juste avec ce point d'intelligence. Bien sûr, bien sûr, c'est normal. En matière de mobilité urbaine, il y a une stratégie aujourd'hui, il y a une vision. Bien sûr, je vous ai dit, il y a 27 milliards de dirhams qui est dédié à la réponse aux problématiques de la mobilité. Donc il y a le transport en site propre, donc il y a 80 km qui va être réalisé à l'horizon 2022, que ce soit tramway ou BHNS, donc c'est en fonction. Tout ça aussi, la décision, est-ce que c'est le tramway ou le BHNSS, c'est en fonction de la fréquence, du nombre de passagers dans des zones. Donc il y a des zones où effectivement on a besoin d'un tramway, il y a des zones où on a besoin d'un BHNS. Il y a la régulation du trafic. Donc la régulation du trafic avec le système qui vient d'être inauguré par Sa Majesté, donc de caméras de surveillance et la régulation intelligence du trafic, donc ça va régler le problème. Donc vous aurez des applications mobiles comme se fait dans la plupart des villes à l'échelle internationale mondiale. C'est-à-dire que les policiers, on va arrêter de voir les policiers appuyer sur les boutons des normalement, non, bien sûr. Donc, ce qui est une horreur pour eux aussi. Aujourd'hui, avec le tramway, les feux rouges sur l'axe tramway, il n'y a pas une intervention humaine. Donc il les gère automatiquement, par un système informatique, il les gère automatiquement. Donc on n'intervient pas. Il y a parfois des interventions humaines où le policier vous dit de passer même si c'est le feu rouge. Mais non. Il y a un centre de commande. Il y a un centre de commande central qui gère tous les feux rouges du tramway. Donc il y a le stationnement aujourd'hui. Il y a 400 millions de dirhams qui est dédié à la réalisation des parkings, que ce soit en ouvrage. Il y a 2 aujourd'hui qui sont réalisés par Casa Aménagement. Il y a 950 places sur le boulevard Rachidé et 200 places sur le boulevard Hassan II. Et il y a 270 millions de dirhams qui est dédié à d'autres parkings qui seront réalisés par Casa Transport. Il y a 15 parkings relais qui seront réalisés avec les lignes de tramway, que ce soit la ligne 1 ou la ligne 2. Donc il y a les trimés aussi. Il y a le trimé de Mouahidi, donc qui va arriver à la boulevard des Phares, passer à côté de la marina. Il y a le nœud A. Le nœud A, donc c'est l'aménagement du nœud de l'OCP. Donc il y a aussi un trémé de Zarqtoni, trémé de Rani. Il y a de grands projets aujourd'hui d'infrastructure qui contribueront à au règlement de ce problème de circulation. Il y a aussi un plan de circulation
qu'on a réalisé. Donc il y a des réunions techniques aujourd'hui pour le mettre en œuvre. Et il y a une étude de stationnement qui va définir le besoin de stationnement à Casablanca, que ce soit stationnement sur voirie ou stationnement en ouvrage. Et nous avons la société, une SDL, donc qui entre dans la bonne gouvernance. Donc ce sont des outils qui ont été créés par la ville. Donc ce sont des sociétés de développement local qui s'occuperont de la réalisation de projets. Donc Casa Développement aujourd'hui, elle est en charge de moderniser le secteur du stationnement à Casablanca. Alors, en parlant de la circulation, je vais voir votre... Voilà. Sur la donc il y a une vision, il y a une stratégie, il y a une vision. Ouais. Moi, aujourd'hui, je suis effectivement assez critique par rapport à ce qui se passe au niveau du plan de déplacement urbain de Casablanca, parce qu'on n'a pas compris l'histoire de Casablanca en matière de trame urbaine qui se met radioconcentrique. Vous prenez le cas de Paris, vous avez effectivement le périphérique, vous avez la A87 et ainsi de suite. On rayonnait autour de la ville. Et Casablanca, qui est effectivement sur radioconcentrique, on rayonnait pas autour on avait un boulevard périphérique qu'on a bien perdu. On l'a saucissonné en 3 parties, c'est-à-dire boulevard Zartoni, la Résistance et Émile Zola. Alors moi, je préconise et je propose effectivement... En fait, on avait le boulevard la Western, quoi. Voilà. Donc moi, je propose un méga-tunnel, je pèse mes mots, un méga-tunnel qui part effectivement du côté de la mosquée au niveau boulevard Zartoni et qui arrive au niveau d'Émile Zola de l'autre côté. On roulait à... C'est le tunnel de Fourvière. Voilà. On roulait, si vous voulez, à 80 oui. km/h. Et c'est un tube, si vous voulez, oui. On mettait 2 niveaux. C'est-à-dire un niveau voirie, c'est-à-dire 2 fois 2 voies. Pas les tunnels qu'on fait aujourd'hui qui sont irrecevables, hein, parce qu'ils sont en sécurité, parce qu'on met une seule voie. Mais ils ont réglé des problèmes, quand même. Alors, ils ont réglé le problème. Quand il pleut, c'est un autre problème. Quand il y a une panne... Non, vous avez aujourd'hui le tunnel réalisé sur le boulevard La Résistance, c'est 900 mètres linéaires. Il n'y a pas de problème, même s'il pleut. Ah, il est très peu emprunté, celui-là, c'est bizarre. Mais ah ben non, non, mais le problème, c'est le problème d'une seule voie dans un tunnel qui pose problème. C'est-à-dire, si vous avez une panne, si vous avez l'incendie, c'est fini. Bloque tout. Alors qu'on avait le tunnel, effectivement, sur la mosquée, c'est ça, un tunnel, effectivement, réglementaire, deux voies de voie. Donc, Mouahidine, le tunnel Mouahidine, donc c'est 2 voies. D'accord, ok. Je reviens par rapport à ça. Donc, imaginez un méga tunnel, si vous voulez, 2 niveaux, tramway, je veux dire métro en bas, et 2 fois 2 voies, effectivement, au niveau de la partie. Et vous libérez complètement la surface du boulevard Zartoni. 45 mètres d'espace planté. Imaginez ça. Mais vous nous avez dit que c'était très difficile. Enfin, bon, on l'a supposé parce qu'il y a de l'eau. C'est possible. Non, c'est faisable. Parce qu'aujourd'hui, vous avez tous les métros, le métro de Moscou, il est effectivement sous la nappe phréatique. Vous avez effectivement Manhattan et on a une belle roche parce que c'est du grès vraiment solide. Ça va résoudre le problème, effectivement, de l'ensemble de la circulation au niveau de Casablanca. 10 milliards de dirhams financés en partie par la hauteur. Moi, je l'ai étudié. Et même quand j'ai fait l'aménagement du boulevard d'Enfa, j'ai prévu, si vous voulez, la notion de trémies, les trémies en changeant effectivement l'ensemble de... Donc ce tunnel-là, avec des bretelles d'accès sur l'ensemble des axes, et ça va... Si on ne pense pas ce problème, si vous voulez, parce qu'une ville semi-radioconcentrique, c'est toujours la problématique de l'effet d'entonnoir. Quelle que soit la trémie qu'on fait, on ne fait que déplacer le problème. C'est-à-dire que vous allez prendre les gens et vous les allez déplacer et vous allez faire créer... Parce qu'on vient tous... Vous savez qu'il passe 150 000 véhicules sur la place des Tuines. Moi, quand j'ai aménagé la place des Tuines avec Boulevard Messina, j'en ai souffert avec le trafic, effectivement. Vous avez un bulldozer qui va mettre un quart d'heure... 150 000 véhicules jour. Ah oui. Voilà. Vous avez aussi un problème des camions poids lourds. Donc le problème est réglé aujourd'hui. Il y a une voie qui est en train qu'on réalise tout au long du port de Casablanca vers la zone de Zneta. Voilà, pour éviter je reviens sur cette voie-là parce que c'est problématique parce qu'on a discuté avec Bourahim tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est toujours l'absence de l'homme de l'art. On appelle effectivement, on a un problème. En urgence, on va le régler avec l'ingénierie et la technique. Et on a coupé la ville, effectivement, de Ainsbeh. Ainsbeh, je parle de la ville, c'est-à-dire effectivement de cet arrondissement, de la mer. Parce qu'une voie comme ça, avec 4 mètres on aurait dû la couvrir et puis dialoguer avec la mer. Ça, c'est problématique. Voilà, on a résolu un problème, mais on a créé un autre. Donc, je parle effectivement... Alors, qui réfléchit aujourd'hui, concrètement, pour que chacun qui de nous son regarde. côté. Non, mais aujourd'hui, quand on réfléchit à la ville de Casablanca ou d'autres villes, qui réfléchit? On sait que j'ai eu l'occasion de regarder des réflexions de think tank qui existent sur le développement de la ville de Casablanca, où on amène des représentants de la mairie de Barcelone, on prend des benchmarks, des expériences, on essaie de voir comment ça fonctionne. Aujourd'hui, qui décide, qui réfléchit? J'imagine qu'il y a un ensemble de métiers, il y a un ensemble d'hommes de l'art, et après, in fine, comment on raisonne? Aujourd'hui, on travaille dans une
complémentarité totale avec l'autorité. Donc la mairie de Casablanca et la wilaya de Casablanca. Donc le plan de développement de Casablanca a été développé dans le cadre d'une approche participative. Donc il y a 600 personnes qui ont été mobilisées. Il y a 9 groupes think tank justement qui ont tenu plus de 150 réunions. Il y avait des commissions qui ont tenu plus de 100 réunions. Il y a des benchmarks avec les plus grandes métropoles mondiales. Tout ça a donné justement une réflexion pour établir sur le plan de développement de Casablanca. Donc d'abord, c'est une banque de projets qui est établie de presque 200 projets avec 130 milliards de dirhams. Et il n'y a que 33 milliards de dirhams qui étaient conventionnés. Et le reste, il y a des projets aussi, justement, qui ont été justement imaginés par ces groupes de réflexion, mais qu'on n'a pas encore conventionné, acté, et qu'on n'a pas encore conventionné pour le financement. Vous savez, cette notion de benchmarking, effectivement, en matière d'urbanisme, cette problématique-là, elle n'est pas spécifique à Casablanca en termes de déplacement. Quelle est la ville la plus comparable en termes de développement? C'est Barcelone. C'est Barcelone. Quand vous passez au niveau de Barcelone, vous avez un tunnel qui passe. Ce tunnel-là, vous traversez Barcelone sans effectivement être à Barcelone, à 80 km/h, et vous êtes... Barcelone, il a réalisé son tunnel de 12 km en 10 ans. Aujourd'hui, on a l'expérience aujourd'hui avec effectivement ce supercollecteur, donc on va avoir un tunnelier, donc on va commencer effectivement à réfléchir. Et quand je dis qu'on peut fabriquer effectivement ce tunnel, on va juste mobiliser 2 bretelles latérales. C'est juste pour sortir les gravats. Donc ça peut résoudre. C'est cette ambition moi qui m'intéresse. C'est une ambition politique très très forte qui permet de dire basta par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui au niveau de Casablanca. Il faut une vision effectivement beaucoup plus lointaine et concrète et dessinée les choses de façon terre à terre. Deuxième chose, la notion effectivement de multimodalité. Voilà, on a fabriqué une ligne de tramway et par rapport à cette ligne de tramway, il y a l'absence du bus. Il y a l'absence effectivement des immeubles, si vous voulez, parking, relais. Il y a l'absence de vélo, très important. C'est-à-dire, le Maroc, il a ratifié la loi sur l'air. C'est une loi française, qui oblige les collectivités, quand ils réhabilitent un boulevard, de mettre en place des pistes cyclables. Moi, j'ai aménagé des pistes cyclables, mais elles ne sont pas réglementaires, parce qu'effectivement, il y a les taxis qui passent. J'ai essayé une fois de les prendre, c'est extrêmement dangereux. Parce qu'on manquait de plan de circulation douce, si vous voulez, qui sera opposable au tiers, ou même plus que le plan d'aménagement. C'est-à-dire ce que j'appelle moi le plan paysage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez que 50% des déplacements à Casablanca se font à pied. Mais le trottoir n'a même pas de statut. Il n'a même pas de statut. Imaginez au boulevard Zarqtoni, vous avez des dénivelés d'1 mètre. C'est quasiment impensable. Oui, les trottoirs, c'est des murs. C'est des murs. Bon, d'abord, pour la réalisation de la première ligne de tramway, je dirais que c'était un besoin. On devait commencer. D'ailleurs, on a réalisé, c'est la première ligne tramway au monde où il y a 31 km. Généralement, c'est 15, 16, 17 km. Il fallait réaliser cette ligne. D'ailleurs, on a tenu un délai, une date de 12-12-12, ça a été effectivement réalisé avec des équipes de Casa Transport, une société de développement local gérée par des Marocains, ce qui est une fierté aujourd'hui pour l'équipe, pour les Casablancais, pour les Marocains en général. Donc c'est une société qui a acquis une expérience extraordinaire en matière de réalisation des lignes de tramway. Donc tout ce qui a dit Rachid a été pensé. Donc il y a des parkings relais, il y a déjà un parking à Oasis qui est aujourd'hui opérationnel. Donc, il y a d'autres parkings qui sont réalisés, il y a des pôles d'échange. Malheureusement, on travaille sur l'interopérabilité entre le bus et le tramway. Malheureusement, il n'y a pas de maillage. On parlait d'un maillage. Attendez, je vous explique. Malheureusement, nous n'avons pas un seul opérateur. Nous avons un autre opérateur qui exploite le bus, et nous avons 2 modes de contrat, 2 modèles de contrat différents. Nous avons un modèle de contrat tramway qui est à risque industriel, donc c'est un appel d'offres pour l'exploitation. Donc les recettes sont collectées par l'exploitation au profit de Casa Transport, et l'exploitant est rémunéré sur ses charges. Il y a un système de bonus-malus en fonction de la qualité de service. Et nous avons un autre modèle de contrat avec Reski Pirel, le contrat de Medina Bus. Donc malheureusement, c'est un contrat qui a été signé en 2003, avant même la loi sur la gestion déléguée. Donc nous avons 2 opérateurs, 2 modèles de contrat. On n'est pas malheureusement jusqu'à maintenant arrivé
à cette interopérabilité, mais certainement on y travaille. Donc nous avons déjà un comité de suivi de Medinabus qui sera tenu mercredi prochain. C'est un comité de suivi qui ne s'est pas réuni depuis 2008. Donc je pense qu'on y arrivera. Il y a aussi comme j'ai dit, des pôles d'échange entre les bus et le tramway. Et nous avons la deuxième ligne de tramway qui est aujourd'hui, qui est lancée et qui sera opérationnelle en 2012. Moi je pense que justement, cette ligne, il est de 15 km, donc il est dans les normes. Il est dans les normes des tramways à l'échelle internationale. Je pense que si on arrivera à réaliser les 80 km avec toutes les lignes de tramway, il y aura une offre, il y aura une alternative pour les citoyens pour prendre le tramway au lieu des voitures, ce qui réglera le problème d'écologie. Aujourd'hui, on ne peut pas, justement parce qu'il n'y a pas cette offre, il y a pas tous les quartiers ne sont pas servis par le tramway. Ils le seront, Inch'Allah, après la réalisation des 80 km. C'est juste je parlais de la problématique de la multimodalité. C'est-à-dire aujourd'hui, l'équation cruciale à résoudre, c'est comment mettre un maximum de gens dans un minimum de véhicules. C'est très simple. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas étudié Casablanca en matière, d'immigration alternante. C'est-à-dire, on se déplaçait tous en même temps pour aller travailler ici. On se déplaçait tous pour aller au loisir au niveau de la commune. Et ça bouchonne partout. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire un problème d'urbanisme. Ça veut dire qu'il y a un problème de mixité, c'est-à-dire en termes d'équité. Alors que le tramway a tendance à régler le problème de mixité. C'est un élément de mixité sociale incroyable. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on parlait tout à l'heure des plans d'aménagement. Vous savez, moi j'avais proposé à ce que on dialogue avec effectivement la ligne de tramway et de dire à chaque fois qu'il y a une station de tramway, on réglemente un immeuble en stationnement, c'est-à-dire un immeuble parking. Oui. Ça n'a pas été fait. Non, c'est programmé. Mais c'est très difficile aujourd'hui de revenir, si vous voulez, pour dire il y a un problème de foncier qu'on est en train de régler. Voilà. Mais il y a là où il n'y a pas de problème de foncier, il y a le parking de l'Oasis, il est déjà opérationnel. Okay. Il y a des gens aujourd'hui. Combien de places parking de l'Oasis? Je dirais une centaine. Hein. Donc c'est déjà pas mal. Oui. Parce qu'il y a le parking. Il en faudra beaucoup. Non, bien sûr. Non, là à Oasis il y a deux parkings. Il y a un parking relais du tramway géré par Casa Développement. Et il y a un parking de l'ONCF à côté de la gare. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème en matière de nombre de places. La deuxième chose par rapport effectivement à cette multimodalité, c'est le confort au niveau du bus. C'est-à-dire il faut le même confort qu'on a au niveau du tramway, il faut qu'on ait effectivement ce même confort avec l'interopérabilité dont on en parle, avec le timing, avec le tramway. Quand on monte dans un bus, c'est assez violent comme contraste. Exactement. Vous savez, notre objectif c'est quoi? C'est un citoyen prend sa voiture et la laisse dans un parking avec un ticket, avec le même ticket du parking, il prend le tramway et il prend le bus. C'est ça l'objectif. Et troisièmement, par rapport à ça, c'est dans une casa idéale. Mais non, on y travaille. Non, mais on est aujourd'hui. Mais je vous jette pas la pierre. Je dis c'est dans une casa idéale. Non, attendez, parce que on a aujourd'hui tous les moyens de les faire. Nous avons un problème avec des bus, on est en train de le régler. C'est ça. Donc on y travaille avec même les services centraux, tout le monde. Aujourd'hui est conscient, même le délégataire, il est conscient que ce problème-là doit être réglé. Donc la troisième chose qui est très importante, c'est parce qu'il faut une mise à plat de l'ensemble effectivement des moyens de déplacement à Casablanca. Donc on parlait de tramway, les lignes qu'il ne faut pas qu'elles vont effectivement la tram. On a parlé des bus, il faut qu'on parle des couloirs des bus, avec les couloirs effectivement de taxi et avec les pistes cyclables obligatoirement, si vous voulez, parce que vous savez que au jour d'aujourd'hui, les cardiaques à Casablanca ça monte en flèche, les asthmatiques ça monte en flèche, et on a dépassé 3 à 4 fois le seuil d'alerte, si vous voulez, européen en matière de pollution à Casablanca. On a 25% d'asthmatiques à Casablanca. On a encore des choses effectivement à régler dans ce sens-là. Et puisque j'ai parlé tout à l'heure de cette notion de surface de verdure par habitant, la pollution, elle est là. Donc on souffre complètement à ce niveau-là. Donc la problématique cruciale effectivement de résoudre les déplacements à Casablanca va diminuer considérablement la consommation de l'énergie, va diminuer effectivement les bouchons, va diminuer l'ensemble. Et imaginez le temps perdu. Un Casablanca, il perd 2 heures par jour
dans le moyen de transport. Il faut encourager, à mon avis... C'est l'impact psychologique que ça a, qui n'est pas négligeable hein, sur... Non, tout à fait. Donc il y a des politiques un peu d'encouragement, c'est-à-dire encourager les gens à laisser leur voiture, le covoiturage, ce que parlait Sebouhesset, c'est-à-dire cette notion de complémentarité entre effectivement le taxi, le bus et puis le confort total, pour qu'on ose laisser sa voiture effectivement quelque part et être sécurisé dans ces déplacements-là qui sont très importants. Alors, est-ce qu'on doit être optimiste? Il nous reste vraiment, c'est les dernières minutes de l'émission. Il y a aussi le plan de développement urbain, le PDU, qui a été réalisé en 2003-2004. Donc aujourd'hui, Casa Transport est en train de faire la mise à jour et qui va prendre en considération aussi un certain nombre de problématiques qui entrent dans le cadre du plan de développement urbain et qui va prendre en considération les problèmes à venir en matière de mobilité. Donc il y a d'autres projets qui sont en cours. Donc les projets d'animation culturelle, le Grand Théâtre de Casablanca qui est en construction. Il y a aussi le complexe Mohamed V, il y a le zoo d'Ain Seba, c'est un projet de 250 millions de dirhams. Mohamed V juste comme ça. Oui, bien sûr, c'est un projet de 220 millions de dirhams aujourd'hui pour refaire. Vous savez que le complexe Mohamed V il a été construit en 83, c'est pour la première fois. Toujours quand on le refait juste la pelouse ou des petits aménagements. Aujourd'hui, on le refait totalement. Quand j'étais petit, j'avais l'impression que le complexe Mohamed V, c'était la sortie de Casa. À l'époque, mais c'était à peu près ça. Je pense qu'il était sorti de Casa. Moi, je reste un peu aussi sceptique et un peu, je veux dire, critique vis-à-vis du théâtre de Casablanca, parce qu'on a parlé tout à l'heure qu'on n'a pas le droit, effectivement, de substituer un équipement par rapport à un autre équipement. C'est une place. On a besoin de vide à Casablanca. On n'a pas besoin de remplir ce vide-là. On aurait dû aller du côté de la pointe de l'Ain, au côté de la mer, comme à Sydney, par exemple, et faire un théâtre extraordinaire. Et imaginez 3000 personnes, 3000 places de parking qui vont sortir en même temps. Au niveau effectivement de cette centralité, comment sera le bouchon? Là où il y a le tramway avec Bon, écoutez, l'avenir nous le dira, je suis désolé, c'est la dernière, le temps, on doit rendre l'antenne. Le théâtre municipal, c'est pour ça. Oui, mais je suis obligé de rendre l'antenne. Voilà. Alors, merci à vous d'avoir été avec nous pour mieux comprendre Casablanca. Excellente soirée sur Média TV, la rediffusion à 22h40. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi.